Voilà, c'est parti. Et donc, je vais créer le petit tableau blanc. Voilà, qui va nous servir de support de cours. Voilà, je vais vous le présenter aussi à l'écran. Voilà, pour ça, alors je vois que Romain. Voilà, donc si on reprend ce qui était demandé en 2018, hein, je vais reprendre le sujet qui était proposé ici en 2018. Donc on nous indique, alors qui veut participer. Donc on nous indique que Madame Rosan voudrait comprendre les principales évolutions financières de son entreprise. Alors bien sûr, tout ça, encore une fois, fait partie d'un sujet complet. Pour cela, elle vous fournit ses comptes annuels. Donc les comptes annuels reprennent ce qu'on appelle le bilan et le compte de résultat, donc qui était dans les annexes 3 et 4. Parmi ses clients figurent de nombreux comités d'entreprise. Les prestations diététiques et sportives sont alors facturées en fin de trimestre après l'envoi de la facture récapitulative aux différents CE. Cette formule connaît d'ailleurs un succès croissant. Donc on va vous demander de commenter l'évolution des créances, l'évolution de la trésorerie, d'identifier les causes de cette évolution, de proposer des solutions de gestion pour améliorer, mais aussi, à travers cet exemple, de pouvoir déterminer le bilan fonctionnel et donc les 3 indicateurs qui sont tirés du bilan fonctionnel, c'est-à-dire le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Alors pour cela, voilà le bilan qui est fourni dans le sujet. Et la première question, c'est qu'il faut commenter l'évolution des créances et l'évolution de la trésorerie. Alors, dans ce bilan, il va falloir ici déterminer quelles sont les cases qui sont les créances et quelles sont les cases qui représentent la trésorerie. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour m'identifier déjà où je vais trouver, où je vais pouvoir lire la partie créance et où je vais pouvoir lire la partie trésorerie? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Personne? Alors, sur le principe, il faut y aller, hein, il faut participer, mais si vous dites une bêtise, il vaut mieux dire encore une fois une bêtise maintenant que ne rien dire et attendre passivement. Alors, effectivement, je prends Lucie qui me dit que les créances sont dans les dettes. Je vais déjà répondre à ça, hein, d'accord? Donc, Lucie, pour vous expliquer, et alors évidemment, votre réponse est fausse, mais c'est pas grave, d'accord? Les créances, c'est ce qu'on me doit, d'accord? Les créances, c'est ce qu'on me doit. Ce sont les factures que mes clients ne m'ont pas encore payé,
D'accord? Donc, les créances, ce sont les factures que mes clients ne m'ont pas encore payées. Par contre, les dettes, c'est effectivement ce que moi, je dois aux fournisseurs. Et traditionnellement, ce qui m'appartient, alors même si ce n'est pas encore effectivement dans mon escarcelle, c'est-à-dire sur mon compte en banque, c'est quelque chose que l'on me doit. Le fait de me devoir, d'accord, c'est quelque chose qui m'enrichit quand même. Alors, bien sûr, pour vous, c'est un petit peu abstrait, mais en tout cas, en comptabilité et en gestion d'entreprise, c'est comme ça que l'on voit les choses. Donc, effectivement, ce que je possède comme richesse, y compris les factures qui ne m'ont pas encore été payées, on va le trouver à l'actif. Tout ça, ce sont mes richesses. Par contre, ce que je dois, donc mes dettes, donc les dettes en général, les dettes, ce sont les factures fournisseurs, donc les factures qui m'ont été envoyées, que je n'ai pas encore payées, non payées. Deux choses importantes qu'il faut savoir quand on parle de créance et de dette. Globalement, la créance, c'est l'inverse d'une dette. Et donc, tout ce que je dois, on va le retrouver au passif du bilan. Donc, comme ce qu'avait dit Yvonne et Majdeline, effectivement, les créances, donc c'est ce que mes clients me doivent, et on va le retrouver dans cette partie ici. C'est OK déjà pour cette première notion? Ensuite, donc, Rosie, les créances, d'accord, c'est à l'actif. Les dettes, c'est au passif. Pareil pour Léa qui avait inversé les choses. Mais ce n'est pas grave, hein. Encore une fois, on est là justement pour réviser. Voilà ici mes créances. Donc, la partie de trésorerie, ce qu'on appelle la trésorerie, qui porte aussi un autre nom qu'on appelle aussi les disponibilités, c'est ce qui est représenté par la banque ici. Donc, je pense que personne n'avait visé ça pour l'instant. Hop, donc je vais le montrer. Donc, cette partie-là, c'est la trésorerie de l'entreprise. C'est ce qu'elle possède sur son compte en banque. Donc, ça, c'est la trésorerie. Qu'on appelle aussi disponibilité. Disponibilité. Alors, dans cette partie de disponibilité ou encore de trésorerie, on va pouvoir retrouver aussi ce qu'éventuellement la banque possède ce que l'entreprise possède sur son compte en banque, mais aussi ce qu'elle possède dans sa caisse, d'accord, donc en argent liquide. Finalement, quelle est la différence concrète entre une créance et la trésorerie? La trésorerie, je la possède. La trésorerie, c'est sur mon compte en banque, d'accord. Ensuite, la créance client, c'est ce que mes clients me doivent encore. Donc, je ne l'ai pas encore sur mon compte en banque. Ils vont bientôt me le payer. C'est parce que simplement, il y a des délais de paiement qui sont octroyés, mais je ne la possède pas encore. Donc, clairement, même si je vais bientôt l'avoir, c'est comme si on est le 4 du mois, votre salaire qui normalement couvre le mois précédent, vous ne l'avez pas encore. Bon, vous allez bientôt l'avoir, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas dépenser l'argent. Mais potentiellement, c'est quelque chose que l'on vous doit, puisque ça concerne une période précédente, et potentiellement, vous êtes riche du salaire que l'on vous doit. Une entreprise, c'est pareil. Si on lui doit de l'argent, elle peut considérer ça comme une richesse, mais malgré tout, la problématique, c'est qu'elle n'a pas l'argent pour l'utiliser. Elle n'a pas la liquidité, les liquidités pour l'utiliser éventuellement pour payer ses fournisseurs.
Donc, la question, ça marche? La question ici qu'on nous demandait, c'était de comparer l'évolution, la variation entre 2015 et 2016 des créances et de la trésorerie. Donc, on va reprendre les chiffres qui sont ici et voir comment on calcule une évolution ou ici une variation entre 2 années. Donc voilà les chiffres, d'accord, pour l'année 2016. Et voilà les chiffres pour l'année 2015. Et moi, ce que je veux connaître, c'est la variation entre les deux. Le pourcentage d'augmentation ou le pourcentage de baisse entre les deux. Alors clairement, on voit ici, d'un point de vue en termes de valeur, d'accord, qu'il y a une augmentation des créances clients de 10 000 euros et une baisse de la trésorerie de 1 300 euros. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de 10 000 euros pour la partie des créances clients et pour la partie de trésorerie, une baisse de la trésorerie, baisse de 1 300 euros. Bon, ça, c'est pas très compliqué à regarder. Une fois qu'on a identifié correctement la baisse, enfin, une fois qu'on a identifié où se trouvaient les créances clients et où se trouvait la trésorerie. Alors moi, je vais aller un peu plus loin ici. Je vais vous demander, est-ce que vous savez comment on fait pour calculer une variation en pourcentage? Donc, notre porte, je ne sais plus comment on fait. Ok, au moins c'est clair, Véronica. Donc, on va prendre la valeur d'arrivée. Moins la valeur de départ. Et le tout divisé par la valeur de départ. Le tout divisé par la valeur de départ. On va regarder concrètement ce que ça nous donne pour les créances clients. Donc, pour la partie des créances clients, pour la partie des créances, la valeur d'arrivée, la valeur la plus récente, c'est bien 15 500. La valeur de départ, c'est bien 5 500. Donc, 15 500 moins 5 500, le tout divisé par 5 500. Je vais faire, moi, sur le côté. Ça nous donne 182%. Ici, les créances ont augmenté de 10 000 euros, soit 182%. Concernant la trésorerie, maintenant, quelle est la valeur d'arrivée 800, la valeur de départ 2100, le tout divisé par 2100. On aura obligatoirement un chiffre négatif qui va correspondre à une baisse.
baisse de 62%. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'évolution des deux choses que l'on demandait, c'est-à-dire les créances clients et la trésorerie. La trésorerie baisse de 62% et les créances clients augmentent de 182%. Est-ce que, avec ces données-là, on peut réussir à faire un commentaire? Pourquoi les créances clients augmentent-elles et pourquoi la trésorerie baisse-t-elle? Finalement, quelque part, l'un et l'autre sont liés. Je vous remets à l'écran des données importantes, c'est le sujet. Donc, on nous indique dans le sujet les délais. Alors, je lis ce que Yvonne, les délais de paiement des créances clients sont trop longs. Je suis d'accord, mais faites la liaison avec le sujet. Qu'est-ce que nous dit le sujet? Il nous dit que, a priori, on a mis en place un nouveau mode de facturation à des nouveaux clients qui sont des comités d'entreprise. Et que le nouveau mode de facturation fait qu'on facture au trimestre. Et que seulement après avoir reçu la facture, le client va payer. A priori, ce mode, cette formule, apparemment connaît un grand succès. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup des clients de l'entreprise de Madame Rosan qui sont des comités d'entreprise. Imaginez-vous votre salaire. Si vous êtes payé tous les 3 mois, à un moment donné, votre compte en banque, il va s'en faire ressentir. Et ça pose un souci. D'accord? À la fin du 3e mois, on va vous devoir 3 mois de salaire, donc beaucoup d'argent. Ici, c'est la même chose pour cette entreprise. Elle attend 3 mois avant d'être payée. Donc, évidemment, la facture est beaucoup plus importante. On peut imaginer qu'en fin d'année, au mois de décembre, au 31 décembre, Madame Rosan envoie les factures au comité d'entreprise qui ont des adhérents et qui viennent au club quelqu'un, et que dans les factures, elles couvrent une période qui vont de octobre, novembre, décembre, donc 3 mois. Évidemment, ça fait grossir la partie créance client. Voilà l'explication. Maintenant, pendant 3 mois, il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc, ce qui va faire baisser la trésorerie. Voilà l'explication. Attention, ici, j'avais oublié. Hop, c'est bien. Moins 62%. Voilà l'explication que l'on peut donner, c'est qu'effectivement, la trésorerie souffre de ce nouveau mode de facturation. Plus on facture tardivement, moins il y a d'argent sur le compte et plus il y a de créances clients. Y a-t-il des questions? Très bien. Alors, on va répondre à la 3e question qui nous dit, voilà, quelles seraient les solutions? Quelles solutions vous connaissez pour que... Alors, les délais de paiement sont trop courts. Donc, Yvonne, on peut déduire de ce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il faut réduire. Ici, une des solutions, c'est de réduire le délai de paiement des comités d'entreprise en proposant une facturation mensuelle. Si au lieu de facturer tous les trimestres, je facture tous les mois,
j'aurai des rentrées régulières tous les mois. Donc, ma trésorerie va s'améliorer et mes créances clients vont baisser, mais c'est pas grave. Le but, quand même, pour une entreprise, et c'est tout l'enjeu de cette étude, c'est la trésorerie de l'entreprise. Parce que une entreprise qui n'a rien sur son compte, mais dont les clients lui doivent plein d'argent, malgré tout, alors même si c'est pas choquant, c'est pas un problème, mais ça devient un problème dans le sens où elle-même risque de se mettre en défaut vis-à-vis de ses fournisseurs parce qu'elle n'a pas la liquidité pour payer ses fournisseurs. Et que, éventuellement, sur son fonctionnement régulier, elle peut aussi rencontrer des difficultés de règlement de ses propres factures parce que les clients mettent trop longtemps à payer. Et en ça, c'est un véritable enjeu pour les entreprises de se faire payer le plus rapidement possible par ses clients. Autre solution que l'on peut avoir, c'est carrément facturer le trimestre avant même qu'il se déroule. C'est ce qui se passe dans certaines relations commerciales, c'est-à-dire qu'on facture en début de trimestre pour les 3 mois à venir. Donc ici, c'est plutôt très avantageux, puisque l'entreprise touche l'argent même avant d'avoir fait la prestation. Donc, deuxième possibilité, une facturation au trimestre à échoir. Je vais vous expliquer. À échoir, c'est à venir. Échu, c'est passé. Donc ici, une facturation clairement par avance. Ça, c'est la première solution. Ça, c'est une deuxième solution. Quitte à proposer même une réduction du prix ou une remise en termes de pourcentage qui serait bénéfique pour le client. Le client, il se dit, finalement, de toute façon, je vais devoir payer. Si je paye maintenant, finalement, je vais payer moins cher. Je vais gagner 3%, 5%, 10%. Autant payer maintenant. D'accord ? Et Madame Rosan est contente parce qu'elle a l'argent tout de suite sur son compte. Alors certes, elle perd un petit peu de rentabilité, mais elle a plus vite l'argent. Autre solution, ici, c'est de changer de cible client, c'est-à-dire de ne plus travailler avec des clients qui payent tardivement, mais d'essayer de travailler avec des clients qui payent plus rapidement. Ou d'équilibrer un petit peu sa typologie client. On va noter ça. Équilibrer la typologie des clients, c'est-à-dire clients particuliers qui payent tout de suite, et comité d'entreprise qui payent un peu plus tardivement. Les uns compenseront les autres. Voilà des solutions qui pouvaient être proposées. Entre autres, il y en a plein d'autres. On peut aussi travailler son délai fournisseur, allonger son délai fournisseur. On peut aussi solliciter sa banque pour qu'elle fasse un prêt de trésorerie. Un peu plus compliqué, mais c'est tout à fait possible. Il y avait plein d'autres solutions aussi qui étaient tout à fait valables. Le but étant de renforcer la trésorerie de l'entreprise. Alors, quand on parle de trésorerie de l'entreprise, obligatoirement, on va parler de ce qu'on appelle le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel, c'est une reprise des éléments du bilan, mais en réorganisant les choses en fonction des flux de trésorerie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont rester dans l'entreprise et des choses qui vont, je dirais, rouler dans l'entreprise, circuler, entrer, sortir, entrer, sortir. Et c'est cette modification des masses qui va vous permettre de nous déterminer le fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent disponible pour l'entreprise, et le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire les besoins liés au cycle d'exploitation, en regardant si l'un compense l'autre. Si l'un compense l'autre,
alors on aura une trésorerie positive. Si le fonds de roulement ne compense pas le besoin, c'est comme si au début du mois, vous avez un salaire de 3 000 euros, et puis l'ensemble de vos dépenses, ça vous fait 4 000 euros, à la fin du mois, vous terminez avec moins 1 000. D'accord? Parce qu'il n'y a pas assez de rentrée. Alors, voyons comment ça s'organise. On va faire ça comme ça. J'aurai assez de place. Ça, c'est le bilan fonctionnel, celui du dessous. Hein. Donc, le bilan fonctionnel, il est obligatoirement tiré du bilan de l'entreprise. Là, nous allons travailler sur l'année 2016. Sur l'année 2016, que se passe-t-il? Il va falloir répartir les ressources stables et les emplois stables. Ensuite, les ressources circulantes, les emplois circulants, la trésorerie active, la trésorerie passive. Il va falloir déterminer dans tout ça où se trouvent ces éléments. Ce n'est pas très compliqué. Je vais utiliser les couleurs. En général, l'actif va venir alimenter les emplois, le passif va venir alimenter les ressources. Ici, la partie de l'ensemble des capitaux propres plus la partie des emprunts font partie des ressources stables. Donc, l'ensemble des capitaux propres ici 21 800 euros, plus les emprunts, les dettes financières et emprunts, donc plus les emprunts. Dit 17 200 euros. On va faire un premier total ici, puisqu'il va me servir ce total. Alors, je vais simplement faire mes calculs à côté. On va avoir un total de ressources de 39 000 euros. Ça veut dire que l'entreprise a des ressources qui vont rester dans l'entreprise qui sont de 39 000 euros. Mais bien sûr, ces ressources, d'abord, elles vont devoir financer les investissements de l'entreprise. Les investissements de l'entreprise, on va les retrouver dans la partie de l'actif immobilisé. Ici, 14 200. Donc, c'est l'ensemble, c'est toutes les immobilisations. Pour leur valeur nette. Toutes les immobilisations pour leur valeur nette. Ici, quand il n'y a qu'un montant, c'est que c'est le montant net. Donc, 14 200. Évidemment, je n'ai pas d'autres montants. J'aurais pu avoir une division des immobilisations et retenir que le total ou mettre le détail, ce n'est pas un souci. Mais donc, je vais garder la somme de 14 200. Donc, on voit déjà que au niveau du fonds de roulement de l'entreprise a à sa disposition 39 000 euros. Ces 39 000 euros ont servi à financer des immobilisations à hauteur de 14 200 euros. Par conséquent,
on sait que cette partie verte qui va nous servir à calculer le fonds de roulement va être positive. Maintenant, quels sont les besoins? L'entreprise a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent simplement parce qu'elle a besoin de faire d'abord des stocks. Ici, 21 800. Ensuite, elle a besoin d'argent parce qu'elle doit laisser du temps à ses clients. Donc, l'argent qu'elle n'a pas, finalement, elle le laisse à ses clients. D'accord? C'est 15 500. Donc, au niveau des créances clients, on va les retrouver et qui vont former ses besoins. Question bête, mais pourquoi on n'utilise pas le chiffre 2000? Parce que j'ai décidé de le faire sur 2016, tout simplement. C'est pas une question bête, non. C'est simplement que j'ai dit on va faire celui de 2016, on aurait pu faire celui de 2015. Hein. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison particulière. Pardon, Rosie, j'avais pas vu votre question. Les dettes financières peuvent être différentes de l'emprunt? Non, en général, ce sont les mêmes. Elles peuvent avoir une autre forme, mais on va quand même les garder ici dans la partie emprunt. Voilà donc ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin au niveau de mes créances clients de 21 800 et du stock de 21 800 et de laisser du temps à mes clients, donc ce qui va correspondre à un besoin total de 37 300. Les capitaux propres seront toujours les stocks? Qu'est-ce que vous me dites? Les capitaux propres seront toujours les stocks aussi? Je ne comprends pas du tout votre question. Les capitaux propres, on les a mis dans les ressources stables. Ils sont à hauteur de 21 800. Et les stocks, je pense que vous avez dû vous tromper, se mettent toujours dans la partie emploi circulant. 21 800. Ah, d'accord, parce que c'est le même montant. OK. Non, aucun rapport. Ils sont toujours égaux. Non, 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 aucun rapport. C'est le hasard ici que j'ai compris pourquoi vous me demandez ça, Elodie. Non, non, aucun rapport, c'est le hasard. C'est le même chiffre, c'est le hasard. Mais ça n'a aucun. Vous voyez que l'année précédente, en 2015, les capitaux propres étaient de 14 000 alors que les stocks étaient de 17 200. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc maintenant, effectivement, je suis obligé de faire des stocks, je suis obligé de laisser du temps à mes clients pour payer, mais en même temps, mes fournisseurs me laissent eux aussi du temps, ce qui va être plutôt bon pour moi. Donc, les dettes fournisseurs, je viens les mettre dans des ressources ici, mais des ressources circulantes, puisqu'elles sont a priori destinées à être payées. Ensuite, j'ai d'autres dettes auprès de l'administration fiscale et auprès des collecteurs des cotisations sociales. Donc ici, il y a 7 300. 6 000 euros. Donc je vais pouvoir totaliser 6 300 et 6 000 euros. 13 300. Ensuite, il reste une dernière partie, mais cette dernière partie, elle va simplement me servir de vérification. C'est la trésorerie active et la trésorerie passive. Pas très compliqué. La trésorerie active, on l'a déterminée tout à l'heure. Alors, je vais mettre mes couleurs puisque je ne les ai pas mis concernant la partie ici qui va me permettre de calculer la partie et ensuite la dernière partie. Hop, il n'y en a qu'une puisque je n'aurai pas de données.
que je vais retrouver ici, c'est la banque. Pour un montant de 800 €. Alors, il n'y a pas de trésorerie passive. Par contre, j'aimerais quand même que vous sachiez ce que c'est que la trésorerie passive. Alors, la trésorerie passive, c'est les découvertes bancaires. Alors, la trésorerie passive, c'est les découvertes bancaires. Alors, comment vous pourriez les voir? Comment vous pourriez les voir? Parce que les découvertes bancaires, ils sont souvent inclus dans la partie des dettes financières. Ils sont inclus dans cette partie-là. Mais il y a toujours un petit renvoi. C'est-à-dire que s'il y avait des dettes financières, s'il y avait du découvert bancaire, c'est vous êtes à moins 300 sur votre compte. Hein. S'il y avait du découvert bancaire, c'est comme si c'était une dette financière, une dette auprès des établissements de crédit. Donc, on vous marquerait par exemple 3 000 € ici, avec un petit astérix, et en dessous, vous auriez dont X euros en découvert bancaire. Alors, malgré tout aussi, il faut savoir que le découvert, il peut s'appeler aussi CBC, c'est-à-dire concours bancaire courant. Alors, a priori, hein, voilà, là, dès qu'il commence à avoir de la trésorerie passive, bon, on est déjà dans des choses un peu plus évoluées. Je ne pense pas qu'on vous confronte à cette situation. En tout cas, ici, il n'y en a pas. Voilà, notre bilan fonctionnel est terminé. Il est beau, il est superbe, mais à ce stade-là, il ne sert pas à grand-chose. Maintenant, on va pouvoir, grâce à ce bilan fonctionnel, déterminer 3 indicateurs. 1, ce qu'on appelle le fonds de roulement. Je vous ai dit, c'est l'argent que l'entreprise a. 2, le besoin en fonds de roulement. C'est l'argent dont elle a besoin. Et ensuite, ce qui reste, la trésorerie. Donc, nos 3 indicateurs ici. Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement. Bon, on va pouvoir les calculer grâce à notre bilan fonctionnel. Pour le fonds de roulement, je vais... ouais, comme ça marche. Pour le fonds de roulement, d'accord, qu'on appelle aussi FRNG, fonds de roulement net global. Le fonds de roulement net global, c'est les ressources stables moins les emplois stables. Et ça, il faut le savoir par cœur. Les ressources stables moins les emplois stables. Concernant le besoin en fonds de roulement, c'est les emplois circulants moins les ressources circulantes.
Et enfin, la trésorerie nette, c'est la trésorerie active moins la trésorerie passive. Y a-t-il des questions? Non? C'est clair pour tout le monde? Très bien, on va pouvoir donc passer au calcul. D'accord? Donc, mon FRNG, mon fonds de roulement net global, mon BFR, mon besoin de fonds de roulement, et ma trésorerie nette, je l'appelle TN. Bon, on va dire aussi c'est TN, trésorerie nette. On pour les calculs. Nous allons reprendre les montants que nous avions calculés. Donc, on était à 39 000 moins 14 200. Donc 24 800. Voilà. Une fois que mes capitaux propres, mes emprunts que j'ai faits, tout ça, ça m'a rapporté 39 000 euros. J'ai dû investir pour mon activité. L'investissement m'a coûté 14 200 euros, me coûte encore 14 200 euros, mobilise 14 200 euros. Il reste 24 000 euros, 24 800 euros exactement. Ça, c'est mon fonds de roulement. Maintenant, de combien j'ai besoin pour travailler tous les jours? Les emplois circulants, donc 37 300, moins les ressources circulantes, je vais avoir besoin de 24 000 euros. Ma trésorerie nette, 800 moins 0 est égal à 800. Conclusion. J'ai comme fonds de roulement 24 000 euros. J'ai besoin 24 800 euros. J'ai besoin que de 24 000 euros. Par conséquent, le reste va sur ma banque. Ici, la solution, la situation de l'entreprise, elle est plutôt pas mal, puisque il faut que le FRNG soit supérieur au BFR. Ça, c'est une règle d'or. Si le fonds de roulement n'est pas supérieur aux besoins, alors on aura une trésorerie négative. Un des moyens de contrôle que je peux faire pour savoir si mes calculs sont bons, c'est de faire fonds de roulement net global moins BFR doit être égal à la trésorerie nette. Ce qui est le cas, 24 800 moins 24 000 est égal à 800. Donc, si on doit donner quelques explications ici, on va dire que le fonds de roulement net global est de 24 800. Il couvre, puisqu'il est supérieur aux besoins, qui sont de 24 000, l'excédent de trésorerie va sur le compte en banque, et il est ici de 800 euros. La situation est plutôt positive pour l'entreprise, puisqu'elle ne connaît pas, à ce stade,
de problèmes de trésorerie, ce qui, voilà, évite de nuire à son développement. Mais, malgré tout, des chiffres seuls, voilà la petite interprétation qu'on peut en donner, mais si on regarde la variation de la trésorerie, on voit qu'elle a baissé de 60%. Et je pense qu'à mon avis, les besoins ont augmenté. Les besoins ont augmenté par rapport à l'année précédente. Il devait y avoir moins de besoins l'année précédente. L'année précédente, en 2015, la situation était sans doute beaucoup plus positive pour l'entreprise. Ici, l'évolution du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement sont plutôt négatifs puisque l'un augmente, l'autre baisse, ce qui, bien sûr, fait baisser la trésorerie. C'est ce qu'on a vu de toute façon, ce qui, dans les premières choses, dans les premiers éléments qu'on avait évalués. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ce sujet qui était posé en 2017, donc qui n'est pas très compliqué, qui ne demande pas non plus énormément de connaissances. Voilà, il faut savoir faire un bilan fonctionnel, il faut savoir calculer un fonds de roulement, un besoin en fonds de roulement, pas des calculs hyper compliqués non plus. Ensuite, pouvoir conclure avec toujours en tête que le besoin en fonds de roulement doit couvrir, que le fonds de roulement, pardon, doit couvrir le BFR pour qu'on ait une trésorerie positive. Alors, Majdoline me dit, excusez-moi, pouvez-vous répéter l'explication pour la trésorerie? Pas certain d'avoir tout compris. Donc la trésorerie, finalement, c'est ce qui reste une fois que le fonds de roulement a été consommé par le besoin. Voilà pourquoi d'ailleurs on a un contrôle qui nous permet de dire le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, ça doit être égal à la trésorerie. C'est ce que je peux vérifier par mes chiffres ici. Alors, on disait aussi que la situation était plutôt positive pour l'entreprise puisque la trésorerie est positive, que le fonds de roulement couvre le besoin. Il y a suffisamment d'argent pour les nécessités de l'exploitation, les besoins de l'exploitation. Mais si on devait le comparer avec l'année précédente, à mon avis, on aurait des chiffres pas forcément... les chiffres sont en baisse. Quand la trésorerie baisse, et à mon avis, le besoin en fonds de roulement a augmenté, lui, entre 2015 et 2016. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble le sujet suivant. C'est celui de l'annale 2018. Et pour regarder déjà un petit peu ce qui se passe. Donc, on nous dit que l'entreprise Seine et Saveur, on a un bilan qui est daté du 31 décembre 2017. On a aussi un compte de résultats. Donc, on a les deux tableaux importants de comptabilité dans une entreprise. Dans la première question, on nous demandait de calculer les différents indicateurs. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis. Oui, voilà. Alors, ces indicateurs, je ne l'ai pas mis, puisque ces indicateurs n'engagent que des sommes que l'on retrouve dans le compte de résultats et non pas dans le bilan. Et c'était ça aussi le but de l'exercice, c'est de vous donner les deux documents et de savoir dans quel document on trouve les données. Et il y a beaucoup de questions qui s'appuient sur un document et qui ne s'appuient pas sur l'autre document. Ensuite, dans la question suivante, on vous demande, ici c'est une question, donc les questions qu'il faudra traiter. La question 1 n'est pas à traiter, la question 2 est à traiter puisque ce sont des choses qui apparaissent au bilan. Les montants de ce que doivent les clients, on l'a vu, on vient juste de le voir, ça apparaît aussi sur le bilan. Les charges de personnel n'apparaissent pas sur le bilan, ça, ce sont des données qui apparaissent sur le compte de résultat. Ensuite, pour faire un tableau des SIG, des soldes intermédiaires de gestion, il faut s'appuyer sur le compte de résultat, donc ça ne nous concerne pas non plus, enfin, en tout cas, dans les révisions que l'on fait. Et enfin, la dernière question, elle s'appuie sur un bilan fonctionnel.
Et là, effectivement, c'est une question qu'on peut traiter. Donc, vous voyez que sur les 6 questions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même, enfin, la dernière, on pourra la traiter aussi, hein, puisque on demande d'évoquer la situation financière de l'entreprise. Voilà. Il y a 3 questions que l'on devait traiter avec la partie compte de résultats. Alors, on va regarder ce bilan rapidement pour voir s'il y a des choses en particulier. Donc, il est un peu plus détaillé que celui qui nous avait été donné précédemment. Et on voit notamment que dans la partie actif, on retrouve nos 3 colonnes brut, amortissement et net. Que les capitaux propres sont détaillés. On a le capital et le résultat de l'exercice. Et que l'actif immobilisé est aussi détaillé. Ça ne nous intéresse pas trop que ce soit détaillé. On pourra reprendre soit le détail ou soit le total. Puisqu'on sait que pour la partie des emplois stables, on doit soit s'appuyer sur la valeur nette, ou on peut aussi s'appuyer sur la valeur brute, on verra les 2 possibilités, mais on s'appuie sur le total, comme pour les capitaux propres dans la partie ressources stables. Donc, vous essayerez de me faire, puisque vous avez le support, hein, vous essayerez de me faire ça pour notre prochaine séance, d'accord? Donc, c'était bien fonctionnel. C'est Paris ou province, vous? C'est Paris-Lyon ou province? Je crois que c'est Paris-Lyon. Hein. Paris-Lyon, ok. Ouais. Comme ça, on repartira de ce même drive. Dans notre prochain cours. Y a-t-il des questions? Amortissement, dépréciation. Ah. Alors, je vous renvoie un petit peu à votre chapitre sur les immobilisations et la perte de valeur. La partie, par exemple, brute, pas par exemple, mais la partie brute, c'est le coût d'achat. Mais ce bien a obligatoirement été utilisé pendant le temps de sa vie, hein, quand il est en entreprise, et donc il perd de la valeur. Et c'est ça l'amortissement, la dépréciation, c'est la perte de valeur due à l'usure. Très bien, Yvonne, c'est une belle image. C'est bon pour vous, Rosie? C'est bon? Voilà. En sachant qu'on parle de dépréciation plutôt sur les éléments de l'actif circulant, mais en général, on ne vous en mettra pas. Vous voyez qu'ici, d'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dépréciation de l'actif circulant. Si c'est OK pour tout le monde, on va se quitter ici. Et donc, je vous demande de terminer ce deuxième exercice pour notre prochaine séance. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tout le monde.